liebe Gewerkschaftsvertreter aus Deutschland, aus Frankreich, Belgien und Luxemburg. Zunächst einmal herzlichen Dank für eure Präsenz heute hier in Schengen auf unserer interregionalen Demonstration. Vor 40 Jahren wurde der allererste interregionale Gewerkschaftsrat in Europa von Gewerkschaften aus dem Saarland, aus Lothringen und aus Luxemburg gegründet. Diesem Pionier im interregionalen Gewerkschaftsbereich folgten mittlerweile 44 weitere interregionale Gewerkschaftsräte europaweit. Seit praktisch über 30 Jahren arbeiten in unserer Region 2 verschiedene IGRs, die in einer gemeinsamen gewerkschaftlichen Plattform der Großregion zusammengeschlossen waren. Heute Morgen organisierten wir eine Konferenz, welche den historischen Beschluss nahm, diese verschiedenen Gewerkschaftsorgane zu einem neuen, erweiterten, gemeinsamen interregionalen Gewerkschaftsrat zusammenzuschließen, und wir haben so den interregionalen Gewerkschaftsrat der Großregion gegründet. Dieser neue IGR setzt sich zusammen aus 8 verschiedenen Gewerkschaften aus der Großregion, die alle Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes sind. Genau wie seit über 40 Jahren werden wir auch in der Zukunft ein gemeinsames Sprachrohr des Europäischen Gewerkschaftsbundes in unserer Großregion bleiben und weiterhin unsere Rolle erfüllen, auch als politisches Sprachrohr der Arbeitnehmer bei und in allen wichtigen regionalen und interregionalen Räten und Institutionen. Genau wie seit 40 Jahren werden wir uns weiterhin einsetzen für ein soziales Europa, so wie es auf dem Motto hinter mir steht, für ein soziales Europa ohne Grenzen und in vollem Einklang mit dem Schengener Abkommen. Ich möchte ganz kurz daran erinnern, dass durch dieses Schengener Abkommen, das im Jahre 1985 unterschrieben wurde, eine der größten Grundfreiheiten aller EU-Bürger und Arbeitnehmer, nämlich das Prinzip der Freizügigkeit, ermöglicht wurde. Daher schien es uns auch wichtig, gemeinsam heute hier an diesem Ort zu demonstrieren. Ort, der zu einem überaus positiven Symbol für die Abschaffung von Grenzen in Europa geworden ist. Und dies besonders in unserer Großregion, wo tagtäglich über 215.000 Menschen aus beruflichen Gründen die Grenzen überschreiten müssen. Die Schließung der innereuropäischen Grenzen, die auch von manchen in unserer Region gefordert wird nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Arbeitnehmer, insbesondere der Grenzgänger, verschlechtern. Die Schlichtung der Grenzen wird auch nichts an der sozialen und wirtschaftlichen Krise ändern, unter der noch immer viele Arbeitnehmer und ihre Familien leiden. Ganz im Gegenteil. Viel Positives wurde erreicht, aber der Weg zu einem sozialen Europa, der Weg zu einer wirklich sozialen Großregion ist noch sehr lang. Vor allem, wenn die europäische Politik weiterhin in die falsche Richtung geht und das einzige Hauptziel die Sanierung der öffentlichen Finanzen bleibt. Kolleginnen und Kollegen, Europa ist krank. Die Situation in der Europäischen Union wird immer besorgniserregender. Die total fehlerhafte Politik der Machtliberalisierung der letzten Jahre, die auf Kosten der sozialen Marktwirtschaft und der Sozialstaaten in Europa durchgeführt wurde, ist ganz einfach zum Scheitern verdammt. Mittlerweile richtet diese neoliberale Austeritätspolitik aber immer wieder viele soziale und menschliche Schäden an. 124, und die Zahlen sind auf Deutsch dieselben wie auf Französisch, 124 Millionen Menschen, also praktisch 1/4 der gesamten Bevölkerung der EU, leben oder überleben an der Armutsgrenze. Über 22 Millionen sind arbeitslos. Unsere Großregion ist nicht vom Phänomen Massenarbeitslosigkeit verschont. 12% in der Wallonie, über 10% in der Region Grand Est in Frankreich, 7,6 im Saarland, 5,4 im Rheinland-Pfalz und 6,4 in Luxemburg. Die bisher betriebene Politik hat nicht nur eine Wirtschaftskrise ausgelöst, sie hat im Nachhinein zu einer tiefen Sozialkrise geführt und sie ist dabei, eine politische Krise in Europa auszulösen. Die aktuelle Stimmung ist geprägt durch Unsicherheit, durch soziale Ängste, durch Angst vor sozialem und wirtschaftlichem Abstieg.
Das gefährdet den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Langfristig wird eine solche Entwicklung viele Menschen ausgrenzen. Einerseits wirtschaftlich, weil sie ihren Lebensstandard immer wieder runterfahren müssen, und andererseits menschlich, weil sie scheinbar nicht gebraucht werden und ihre Talente auch nicht einsetzen können. Dies alles nährt und fördert den Aufschwung der rechtsextremen Bewegungen und Parteien in allen Gegenden Europas. Populismus und Rechtsextremismus stellen ein wahres Gift für den sozialen Fortschritt und für die Demokratie dar und können nur bekämpft werden, indem endlich der Weg zu einem sozialen Europa eingeschlagen wird. Danke. Um die Krise zu überwinden, gilt es vor allem der verheerenden neoliberalen Austeritätspolitik überall in Europa ein Ende zu setzen. Diese Politik ist verantwortlich für die immer größer werdenden sozialen Ungerechtigkeiten zwischen Arm und Reich sowie für die ungerechte Umverteilung des geschaffenen Reichtums zugunsten des Kapitals und der Multinationalen. Der Weg aus der Krise führt über ein anderes, ein soziales Europa. Und wir alle hier zusammen werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Unsere folgenden gemeinsamen Forderungen werden uns dabei helfen. Zuallererst müssen die Löhne und Gehälter verbessert werden. Dies unter anderem auch, um gute Rentenleistungen zu garantieren. Die Arbeitsplätze müssen besser beschützt werden. Der unbefristete Arbeitsvertrag muss die Regel bleiben, nicht die Ausnahme. In unserer Großregion muss vor allem der schleichenden Desindustrialisierung ein Ende gesetzt werden, um die Arbeitsplätze zu sichern. Jede Art von Sozialdumping muss grenzüberschreitend bekämpft werden. Unsere Sozialversicherungssysteme müssen nicht nur abgesichert werden, sondern ausgebaut werden. Und letztendlich müssen auch die arbeitsrechtlichen und insbesondere die Gewerkschaftsrechte gestärkt werden. Die Europäische Kommission führt zurzeit breite Konsultationen im Hinblick auf einen sogenannten europäischen Sockel für Sozialrechte. Der Zeitpunkt ist gekommen, den Entschluss zu fassen, welche Richtung die Europäische Union einschlagen will. Entweder die Weiterführung der bisher gescheiterten Politik, zutiefst verbunden mit dem Risiko der allgemeinen Verschlechterung, oder endlich den Weg zu einem sozialen Europa nehmen. Daher fordern wir auch alle politischen Parteien, die in der Großregion behaupten, im Interesse der Arbeitnehmer zu handeln, auf, sich unseren Forderungen anzuschließen und dafür eintreten, dem geplanten Sockel europäischer Sozialrechte einen verbindlichen Rahmen zu geben. Endlich den sozialen Rechten Vorrang gegenüber den wirtschaftlichen Rechten zu geben, gleichbedeutend mit einem klaren Bruch mit der Deregulierungs- und Liberationslogik. Endlich eine Logik der sozialen Konvergenz nach oben, endlich einen europäischen sozialen Mindestlohn einzuführen. Kolleginnen und Kollegen, ich komme nicht umhin, ein letztes Thema ganz kurz anzusprechen. In den vergangenen Tagen und Wochen, hier in Luxemburg war es am letzten Wochenende, in Frankreich wird es am 50. Oktober sein, demonstrierten mehrere hunderttausend Leute für einen gerechten Welthandel. Diese Kundgebungen fanden statt, um daran zu erinnern, dass wir nicht grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen sind. Wir haben aber viele Kritikpunkte, die sowohl den Inhalt als auch das Verfahren bei CETA und TTIP betreffen. Auf keinen Fall darf ein solches Abkommen weder unsere Sozial- und Umweltstandards als auch den Arbeitsschutz infrage stellen. Total unsichere Rechtsbegriffe, schwache und widersprüchliche Formulierungen führen dazu, dass CETA aus gewerkschaftlicher Sicht nach wie vor mehr Risiken als Chancen birgt. All dies haben und werden wir weiter bei unseren verschiedenen Demonstrationen immer wieder klar und deutlich unterstreichen. Zusammen in unserem interregionalen Gewerkschaftsrat der Großregion fordern wir definitiv auf, die desaströse neoliberale Austeritätspolitik zu verzichten und endlich den Weg zu einem sozialen Europa einzuschlagen. Vielen Dank für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit.
Chers collègues syndicalistes de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne et de France, ils sont au bas. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je vous remercie de votre présence à Schengen, ville symbolique, car c'est ici qu'un accord a été signé. Première étape à la création de l'espace de Schengen, reconnaissant la libre circulation des personnes en Europe, libre circulation des citoyens et bien sûr la libre circulation des travailleurs. Or, face à la crise des migrants, cet accord de Schengen, reconnaissant la libre circulation des personnes en Europe, est de plus en plus remis en cause. Et toutes les mesures de restriction à Schengen qui se mettent en place ont de graves répercussions sur la circulation des travailleurs frontaliers. Nous sommes donc ici, ensemble, pour réaffirmer le droit à la libre circulation des citoyens dans l'espace de Schengen, d'où notre volonté à toutes les organisations syndicales d'organiser cette initiative dans cette ville symbolique. Que de chemin parcouru depuis la signature de cet accord en 1985. Que de chemin parcouru, certes, mais que de chemin encore à parcourir pour que l'Europe devienne enfin une véritable Europe sociale, pour que notre grande région devienne une véritable grande région sociale. Or, mes camarades, mes amis, ce n'est pas le chemin social qui est pris. La politique européenne, décidée par nos dirigeants nationaux, sanctuarise au contraire les politiques d'austérité avec un seul objectif affiché à atteindre, l'assainissement des finances publiques. Cela ne fonctionne pas. Cela ne peut pas fonctionner. On le voit. Et surtout, les salariés en sentent les effets. Et je reviendrai un instant sur ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Les Britanniques ont choisi majoritairement de quitter l'Union européenne par un référendum qui a rassemblé plus de 72% de la population. Les couches les plus défavorisées de la population britannique ont généralement voté pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, 64% pour le retrait, 36% contre. À l'inverse, les couches les plus aisées ont plutôt voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, 57% pour le maintien, 43% contre le retrait. C'est d'ailleurs, quand on regarde ces résultats, un signe fort donné à toute l'Europe et à toutes ses structures institutionnelles. Ce sont, chers collègues, les plus démunis, en grande partie les travailleurs, qui ont souhaité cette sortie de l'Europe. Ce qui prouve bien que ce vote est avant tout le résultat d'une opposition à la construction européenne fondée sur la concurrence, fondée sur l'austérité et le dumping social, ce que nous dénonçons depuis plusieurs années dans toutes nos organisations syndicales. Ce vote est aussi la conséquence du non-respect du mécontentement des peuples européens quant au contenu de cette construction européenne, mécontentement qui s'est exprimé à plusieurs reprises. Je rappellerai, parce que je suis aussi français, que la France a fait usage, elle aussi, d'un référendum en 2005. Avec le résultat que l'on connaît, malgré le refus de la majorité de la proposition du projet de constitution européenne, le gouvernement français a soutenu et appliqué le projet. Bel exemple de la démocratie à la française. Ce vote est aussi la conséquence de la mise en concurrence des salariés européens contre eux, exacerbée par les directives travailleurs détachés. Mais il est aussi la conséquence de la lâcheté des dirigeants européens qui ont délégué la gestion des flux migratoires récents aux autorités turques contre un chèque, alors que celles-ci ne cessent de bafouer la démocratie, les libertés, les droits des femmes et les droits sociaux en Turquie. Il faut tirer les enseignements de ce vote pour empêcher le repli national. Les pays fondateurs de l'Union doivent cesser de décider pour les autres. Les dirigeants européens
doivent écouter les peuples. Et aujourd'hui, les peuples européens s'insurgent contre les conséquences néfastes de cette Europe libérale. Le rejet de cette construction européenne ne se limite pas au Royaume-Uni. Partout en Europe, les voix montent contre ces politiques qui nourrissent les tensions et les inégalités sociales et ouvrent en grand la porte au repli nationaliste, aux partis populistes, voire xénophobes. La période que nous vivons est d'ailleurs caractérisée par la forte présence des idées et partis de droite extrême, non seulement en Europe, mais aussi sur les autres continents. Cette présence se décline en résultats électoraux. On pourrait citer la France, la Hongrie, l'Autriche, mais aussi dans la bataille des idées, où les idées brunes, pour ne pas dire noires, cristallisent et centralisent le débat public. En Europe, ces 10 dernières années, Obdoré en Grèce, Jobbik en Hongrie, Attaqué en Bulgarie, le Parti pour la liberté aux Pays-Bas remporte des succès électoraux. Plus récemment encore, depuis 2014, en Allemagne, Alternative pour l'Allemagne, la fameuse AfD, engrange des voix, allant de 5 à 24% des suffrages exprimés, leur permettant, mes camarades, mes amis, de gagner des élus dans pas moins de 10 parlements régionaux au niveau des Länder. En Espagne, les relents du franquisme sont présents sur différentes questions, comme celle de l'avortement. La Pologne aussi, elle, pas loin de chez nous, a tenté sur cette question de l'avortement de faire voter des lois qu'on pensait révolues. Dans ces deux cas, c'est le retour de l'ordre moral. Mais en Pologne, saluons la mobilisation et le combat des femmes qui ont empêché le vote contre l'avortement. Bravo, mesdames! En Italie, en plus de la Ligue du Nord, mouvement régionaliste qui s'était allié avec Alleanza Nazionale issu du mouvement fasciste en 1995, le mouvement 5 étoiles qui s'est installé dans l'échiquier politique a fait sien des thèmes chers à l'extrême droite, comme la lutte contre l'immigration, la défense des intérêts nationaux contre les politiques d'austérité de la Troïka européenne. Les élections européennes de mai ont prouvé récemment la force de l'extrême droite dans ce pays, presque 50%. L'annulation du scrutin pour irrégularité dans le dépouillement de certains suffrages et son report en fin d'année n'augurent rien de bon. Le syndicalisme européen, notre syndicalisme, est donc traversé par cette situation récente. Il est urgent que les affiliés des différents pays de la Confédération européenne commencent donc à s'en préoccuper. Il y en a déjà qui le font. C'est pour lutter contre le dumping social que les peuples se mobilisent en Europe, notamment en Grèce, vendredi, en Belgique, en Espagne et bien sûr en France avec la mobilisation contre le projet de loi du travail. Là encore, en France, le gouvernement français a donné un bel exemple de démocratie en imposant sa loi à coup de 49.3 sans écouter les élus du peuple ni la majorité des salariés opposés à cette loi. Loin de contribuer à la cohésion des peuples européens, les politiques menées depuis plusieurs décennies ont entraîné une dégradation des conditions sociales et une détérioration des services publics. Elles ont pesé sur les salaires, généralisé la précarité de l'emploi et conduit à une hausse des inégalités sociales. 22 millions de personnes au moins sont au chômage dans l'Union européenne, soit un taux de chômage de près de 9%. Mais on le sait, la situation est contrastée. Ça passe par exemple de 4,5% en République tchèque et en Allemagne, contre 24,5% en Grèce et malheureusement 21% en Espagne. Et la situation est plus dégradée dans la zone euro, notamment depuis la crise de 2008, avec un taux de chômage de plus de 10%. Mais notre grande région n'est pas épargnée. Je peux vous citer quelques chiffres, taux de chômage. 12% en Wallonie, plus de 10% dans la région Grand Est. Vous savez, la région Grand Est, c'est celle qui vient de fusionner la Lorraine, l'Alsace et la Champagne-Ardenne. 6,6% au Luxembourg, plus de 7% en Sarre et 5% en Rhénanie-Palatinat. Et s'agissant du chômage, le chômage des jeunes, le tableau est encore plus sombre. 1 jeune sur 5 est au chômage. La situation est plus particulièrement grave en Europe du Sud, où pratiquement 1 jeune sur 2 est au chômage.
L'Union européenne compte plus de 83 millions de pauvres, soit plus de 16% de la population. Prenez en compte ces chiffres. 124 millions de personnes, soit un quart de la population européenne, est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Chers amis, les dirigeants européens doivent écouter ce que veulent les peuples. Le problème n'est pas l'union en soi, mais son contenu. Il est donc indispensable de porter le débat sur le libéralisme et ses dégâts. Le référendum de 2005 en France portait aussi ce message qui n'a pas été retenu par les responsables politiques. Ce message est porté maintenant par des centaines de millions d'Européens et n'a pas été entendu non plus depuis la crise de 2008. Porter le débat contre l'Europe libérale est nécessaire pour mener le débat contre l'extrême droite et son discours démagogique, car l'extrême droite s'oppose à l'Europe sociale et veut revenir au vieux capitalisme national. Déjà, on observe les velléités d'une concurrence entre la France et l'Allemagne pour faire de Paris ou de Francfort la place financière dominante en remplacement de Londres. Et on le sait, les ambitions de ces places financières sont axées sur une financiarisation croissante de l'économie. Une telle orientation, si on laisse faire, sera lourde de conséquences pour les salariés, pour l'économie réelle et surtout pour l'industrie. Elle renforce la déréglementation et la concurrence fiscale pour attirer les capitaux financiers, notamment les banques d'affaires, vers les capitales financières. Cela va renforcer davantage le transfert de la fiscalité des entreprises vers les ménages, on connaît bien en France, pratique déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années. Pour sortir par le haut de cette situation, il faut dire non à la financiarisation et enfin bâtir une Europe sociale. Le référendum britannique a provoqué une vague de panique sur les marchés financiers. De nombreux commentaires abondent sur une nouvelle crise financière, comme par exemple celle de 2008. Si une telle éventualité n'est pas à exclure, elle ne peut pas être attribuée au seul référendum britannique. Une nouvelle crise se profile depuis plusieurs mois, parce que suite à la crise de 2008, les gouvernements européens ont mobilisé des centaines de milliards d'euros pour sauver les marchés financiers, au lieu, ces milliards-là, de les mettre au service de l'emploi et de l'activité productive dans la valeur ajoutée. Ces sommes gigantesques ont été dirigées vers les marchés financiers et provoqué des bulles financières qui risquent à présent d'éclater et de provoquer encore une nouvelle crise financière. Pour éviter une telle crise financière et pour éviter que les salariés, les privés d'emploi, mais aussi les retraités, j'en fais partie, en fassent les frais, il faut rompre rapidement avec cette Europe libérale et axer la construction européenne sur le progrès social. Dans l'immédiat, et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui, il faut donc qu'on réaffirme. Il faut réaffirmer qu'il faut en finir avec les politiques d'austérité. Il faut aussi réaffirmer qu'il faut mobiliser les ressources pour développer les services publics et créer des emplois dans ces secteurs pour répondre aux besoins croissants dans les domaines décisifs comme l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Bien sûr, il faut aussi réaffirmer, ça va de soi, qu'il faut augmenter les salaires et les minima sociaux. Qu'il faut aussi, chers collègues, réduire le temps de travail, mais aussi abaisser le départ de l'âge de la retraite. Ce n'est pas ce qui est dans les tuyaux de l'Union européenne. Mais il faut aussi réaffirmer qu'il faut lutter contre les inégalités, y compris par une réforme de la fiscalité et la lutte contre les paradis fiscaux et lutter aussi contre l'évasion fiscale. Qu'il faut aussi, il faudra bien, même s'il y a en Europe des pays qui s'y opposent, revoir la directive des travailleurs détachés. Qu'il faut réorienter la politique de la BCE vers les financements de l'emploi et de l'investissement public. Nos organisations syndicales, ici présentes, peuvent apporter leur pierre à la construction de cette Europe sociale que tous les peuples appellent de leur vœu. Nous avons créé ce matin le Conseil syndical interrégional de la Grande Région.
Souvenez-vous, nous avions créé le premier en Europe il y a 40 ans. 8 organisations syndicales adhérentes à la Confédération européenne y sont représentées. 8 organisations syndicales participent aujourd'hui à cette initiative, ici, à Schengen. Si la mission première des conseils syndicaux interrégionaux est de lutter contre les obstacles à la mobilité transfrontalière et d'améliorer les conditions de vie et de travail sur le marché, nous devons aussi, c'est notre mission, représenter la Confédération européenne des syndicats sur le terrain, au plus près des salariés. Notre nouveau conseil syndical interrégional devra donc et doit donc travailler sur les dossiers de la Confédération européenne syndicale, comme par exemple expliquer partout et combattre l'accord du grand marché transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, le TAFTA, ou le TIPP, comme on dit. Et l'accord aussi entre l'Europe et le Canada, le CETA, décidé sans démocratie et qui auront de graves conséquences pour les salariés. La CGT, la mienne, et plusieurs organisations syndicales ont dénoncé, dès qu'elles ont commencé, les négociations menées par la Commission européenne sur le TAFTA et le CETA. Pourquoi ? Absence de la transparence sur le contenu de l'accord, menaces sur les services publics, fragilisation du secteur agricole, remise enfin, surtout, en question des normes sociales, environnementales, sanitaires, culturelles aussi, mais aussi création d'une juridiction privée pour protéger les investisseurs et pas les salariés. Tout ceci sans garantie du maintien des droits sociaux ni de recours possible envisagés en cas de non-respect. Cependant, le TAFTA n'est pas le seul accord de libre-échange envisagé par la Commission européenne. Son homologue existe avec le Canada, ce fameux CETA, qui répond à la même logique libérale. Celui-ci est publicité par plusieurs États, dont la France, au motif que les concessions canadiennes seraient suffisantes pour les intérêts de l'Union européenne. Plusieurs organisations syndicales européennes, dont la CGT, ne partagent pas cette vision. CETA ou TAFTA, même danger, mes camarades. Et si les États souhaitent soutenir les intérêts des travailleurs et des populations, ils doivent donc s'opposer également au CETA. Dans le même temps, certains, dont la France, poursuivent avec l'Union européenne sa politique de libéralisation des marchés mondiaux, en faisant peser de graves menaces sur les populations du Sud. De grandes manifestations contre ces accords se déroulent en Allemagne, ou se sont déroulées en Allemagne. En Belgique aussi, la CGT y est présente. Mais aussi, samedi dernier, où 5000 participants ont manifesté contre le TIPP et le CETA. Et il y aura aussi samedi prochain en France. Elles ont rassemblé et vont continuer à rassembler des milliers de citoyens, de travailleurs, qui disent non à cette déréglementation antidémocratique. Souvenez-vous, c'est aussi ce que nous avions entrepris contre la directive Bolkestein. Je conclurai donc, ensemble, exigeons l'abandon de la désastreuse politique d'austérité néolibérale qui est responsable du démantèlement de nos systèmes de protection sociale et de nos services publics, de l'accroissement des inégalités et de la stagnation, voire de la réduction du revenu réel de bon nombre de salariés. Merci, chers amis, merci, mes collègues.